Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, le décès d'Hamidou Koné relance le débat sur la sécurité des livreurs et des travailleurs des plateformes de transport. En Espagne, incendies et intempéries ont lourdement affecté plusieurs territoires espagnols depuis le début du printemps. Et puis, Trump et Netanyahou se rencontrent pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran. Rebonsoir mesdames et messieurs, comme je l'annonçais en titre, le meurtre d'Hamidou Koné, livreur Yango, continue de susciter une vive émotion en Côte d'Ivoire. Le jeune homme a été tué lors d'une agression à main armée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2026. Le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné les 4 accusés, dont 2 à la réclusion à perpétuité. Après ce drame, des voix réclament un renforcement de la sécurité des travailleurs du secteur de la livraison. Plus de détails dans cet élément. Ils sont venus rendre hommage à leur collègue 3 semaines après sa disparition. Le nom d'Hamidou Koné est devenu un symbole de résilience pour des livreurs réunis sur les lieux du drame. Ils observent un moment de recueillement avant de reprendre la route. Mais au-delà de cet hommage, ces Koussé décrivent un métier de plus en plus exposé aux agressions, aux vols de motos et aux attaques sur certains axes de livraison. La paix s'est installée chez de nombreux livreurs. Suite à la situation tragique de notre collègue Koné Amadou, on a constaté que nos collègues qui avaient l'habitude de descendre tard dans la nuit ont arrêté le travail à partir de 18 h. Alors nous voulons une fois de plus leur rassurer qu'ils continuent de travailler tranquillement et que la police joue son rôle. Sa mort aujourd'hui fait que l'État jette un regard favorable sur nous. Sa mort montre vraiment l'insécurité que nous vivions avant. Sa mort aujourd'hui montre toutes les souffrances, toute la galère de tous les livreurs de Côte d'Ivoire. En réponse, le gouvernement promet de renforcer la lutte contre les acteurs de ces violences. Il y a un maillage du territoire aujourd'hui qui est fait. C'est donc l'occasion de dire à tous les criminels qu'ils ne sont pas cachés. Aujourd'hui, la police a les moyens. Si vous commettez un crime, l'État met en parenthèse ce qu'il faisait pour traiter cela. On se concentre sur vous et vous ne pourrez pas échapper. Dans l'affaire Hamidou Koné, 4 personnes ont été condamnées, 2 à la réclusion criminelle à perpétuité pour son meurtre, les 2 autres à 10 ans de prison pour recel de la moto volée. Les condamnés devront également verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la famille de la victime. Hamidou Koné avait 24 ans, il laisse derrière lui 2 enfants. En Guinée, un adolescent incarcéré pour une fraude présumée au baccalauréat est décédé après quelques jours passés à la maison d'arrêt de Kindia à près de 130 km de Conakry. Le jeune garçon avait été condamné avec plusieurs autres candidats à 1 mois de prison ferme. Les circonstances de son décès suscitent des interrogations. Reportage à suivre. Mamadou Djoumaba, 17 ans, candidat au baccalauréat, aurait été surpris en train d'utiliser un téléphone portable pendant les épreuves du baccalauréat guinéen le 15 juillet dernier. Il avait alors été arrêté avec plusieurs autres candidats soupçonnés de fraude. Traduits en justice, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 6 mois de prison, dont 5 avec sursis. Alors que Mamadou purgeait sa peine à la prison de Kindia, son état de santé s'est brusquement dégradé. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'adolescent a succombé quelques jours plus tard. Selon sa famille, Mamadou Djoumaba souffrait de drépanocytose, mais son état de santé se serait aggravé en raison des conditions de détention à la prison de Kindia. Plusieurs organisations de défense des droits humains réclament l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'établir les circonstances réelles de la mort du jeune homme. Elles dénoncent également le recours à des poursuites pénales contre des élèves soupçonnés de fraude aux examens. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont mis fin à un différend territorial vieux de plus d'un demi-siècle. Les 2 pays ont signé le 28 juillet 2026 à Addis Abeba un accord mettant un terme à leur contentieux autour de 3 îlots potentiellement riches en hydrocarbures. Cet accord marque une étape importante dans les relations entre Libreville et Malabo.
Après plus d'un demi-siècle de différends territoriales, le Gabon et la Guinée équatoriale ont signé un accord à Addis Abeba. Les deux pays s'engagent à respecter la décision de la Cour internationale de justice qui avait reconnu en 2025 le titre juridique de la Guinée équatoriale sur 3 îlots disputés. Je tiens à préciser que la signature de cet accord n'implique en aucun cas l'ouverture, la réouverture ou la poursuite de nouvelles procédures contentieuses concernant cette affaire, qui a déjà été définitivement tranchée par la Cour internationale de justice. Le Gabon forme le vœu que la signature de cet accord ouvre une nouvelle ère de coopération avec la Guinée équatoriale et constitue pour notre continent un exemple de règlement pacifique des différends fondés sur le droit, le dialogue, le respect mutuel et la sagesse. Le contentieux portait sur l'île de Mbagné et 2 îlots voisins, Cocotier et Konga, situés dans une zone maritime potentiellement riche en pétrole et en gaz. J'aimerais remercier à ce stade nos 2 chefs d'État, Son Excellence M. Teodoro Obiang Mbasogo, président de la République de Guinée, et Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, pour leur leadership et leur sagesse afin de résoudre ce différend frontalier à travers le dialogue, un différend frontalier qui n'a que trop duré. En consacrant l'engagement des 2 États à respecter la décision de la CIJ, le texte ouvre la voie à une nouvelle étape de coopération bilatérale. En Hongrie, la transformation rapide du système politique et juridique menée par le nouveau Premier ministre Péter Magyar inquiète les défenseurs de l'État de droit. Fort d'une majorité des 2 tiers au Parlement, le chef du gouvernement entend accélérer les changements institutionnels, une stratégie qui suscite des critiques au sein de la société civile. Certains redoutent une répétition des méthodes de son prédécesseur Viktor Orbán. En Espagne, 211 zones réparties dans 14 régions ont été déclarées sinistrées après un semestre marqué par les incendies et les inondations. Plusieurs territoires ont été durement touchés entre mars et juillet 2026. Parmi eux, Almeria, où l'incendie de Los Cayotos a fait 14 morts. À Tel Aviv, des Israéliens sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences commises par des colons en Cisjordanie. La police a bloqué le cortège alors que les manifestants réclamaient une réponse face à la multiplication des violences dans les territoires palestiniens. Suivons ensemble. La Jordanie affirme avoir intercepté 5 missiles iraniens. L'annonce intervient alors que les affrontements entre l'Iran et les États-Unis ont repris après une brève période d'accalmie. L'armée jordanienne indique avoir neutralisé les projectiles alors que les tensions restent vives dans la région.
Un communiqué des gardiens de la Révolution, il y a eu donc des attaques contre des bases américaines en Jordanie. Donc c'est pas la première fois. Depuis un mois, il y a régulièrement des frappes contre des bases américaines en Jordanie. L'objectif, c'est de faire partir les forces américaines le plus loin possible du territoire iranien. On sait qu'une grande partie des avions américains ont été envoyés soit en Jordanie à la frontière avec Israël ou encore en Israël même, mais même là, il y a des attaques. Il y a eu en même temps une série d'attaques contre des bases des groupes kurdes de position armée iraniens au Kurdistan irakien, des groupes qui sont soutenus à la fois par Israël, mais aussi par les États-Unis. Et dans le même temps, il y a eu donc 3 attaques directes des missiles qui ont frappé 3 pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de l'Iran. L'objectif est très clair. D'une part, c'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz, donc pas question de laisser passer des pétroliers ou des navires marchands sans l'autorisation de l'Iran. Et d'autre part, c'est de faire en sorte que les Américains quittent. Et puis, une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Le président américain Donald Trump a reçu mardi à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de leur première rencontre en face à face depuis le début de la guerre en Iran. Les deux dirigeants avaient auparavant affiché des divergences sur la stratégie à adopter face à Téhéran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche, leur premier entretien en face-à-face depuis le début de la guerre avec l'Iran. Les discussions à huis clos ont duré près d'1h30. Le dossier nucléaire iranien était au cœur des échanges. C'est l'une des meilleures réunions que nous ayons eues. Ceux qui cherchent des fissures dans notre alliance seront déçus. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est un mur de granit. Nous partageons le même engagement, empêcher le régime de Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Nous ne voulons pas qu'il puisse menacer les États-Unis, la paix dans le monde ou l'existence d'Israël. Nous poursuivons le même objectif, il sera atteint par la diplomatie ou par d'autres moyens. Mais nous sommes pleinement déterminés à y parvenir. Cette rencontre intervient alors que Washington affirme vouloir donner une chance à la diplomatie avec Téhéran. Et puis nous terminons par cette actualité. Au Pérou, Keiko prend la présidence du pays et promet de mettre fin à une décennie d'instabilité. Elle devient ainsi la première femme à accéder à la présidence de Pérou. Son arrivée au pouvoir marque également le retour du fujimorisme à la tête du pays, fait 6 ans après son départ. Keiko Fujimori est désormais la nouvelle présidente du Pérou. La dirigeante du parti Fuerza Popular entame un mandat de 5 ans, devenant ainsi la première femme à diriger le pays. Son ascension au pouvoir vise à mettre fin à une décennie marquée par l'instabilité politique, durant laquelle le Pérou a connu 9 changements de présidence. Keiko Fujimori a prononcé son premier discours en tant que présidente devant le Congrès. Elle y a annoncé ses premières mesures concernant la sécurité, l'économie et une réponse au phénomène El Niño, en plus de présenter officiellement son nouveau gouvernement. La nouvelle présidente prend ses fonctions après s'être imposée de justesse au second tour des élections. Elle ramène le Fujimorisme au pouvoir près de 26 ans après le départ de son père, Alberto Fujimori. L'ancien président avait démissionné par fax du Japon suite à la révélation d'un scandale de corruption majeur. La cérémonie d'investiture à Lima a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que le roi Felipe VI d'Espagne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à tous et chacun sur Esaü TV.